Et donc nous allons commencer tout de suite parce que certains de nos orateurs doivent reprendre l'avion rapidement. Donc je ne vous présente plus le professeur Philippe Van Hems, prof d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Lyon et praticien hospitalier. Donc sa présentation concerne les outils connectés. Donc Philippe, vas-y. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous traiter des outils connectés en hygiène hospitalière à la demande de mes collègues du conseil scientifique. Donc les liens d'intérêt, les voici. Alors le plan de la présentation sera le suivant. 2 mots d'introduction. On va traiter des définitions. De la télémédecine, des téléphones mobiles. Je prendrai un peu plus de temps pour parler de capteurs RFID en rapportant les expériences de différentes équipes, notamment parisiennes, marseillaises, et ce qui s'est passé dans notre service, puisque ce sont les résultats que je connais le mieux, et puis quelques mots de conclusion. Alors, quand on parle de télémédecine ou de télésanté ou de e-médecine, on se rend compte que les définitions sont extrêmement nombreuses et souvent galvaudées ou on utilise un mot pour un autre. Donc, qu'est-ce que téléhealth, qu'on retrouve notamment dans les publications? C'est l'utilisation de données électroniques et de technologies de communication qui permettent une aide aux soins à distance, faciliter la formation des professionnels et des patients et aider les décideurs de santé publique. Donc on est réellement dans une conception plutôt logistique d'outils et d'organisation. En revanche, la télémédecine, elle, correspond aux interactions à distance que peut avoir un médecin traitant avec son patient, avec un certain nombre de démarches diagnostiques, voire thérapeutiques ou autres, qui rentrent dans ce champ. Qu'est-ce que mHealth ou Mobile Health? C'est la délivrance de soins à partir de dispositifs mobiles uniquement, et l'on peut, grâce à ces outils, mesurer la compliance, l'adhérence à certains traitements, les effets secondaires de certains médicaments ou autres. Enfin, e-health, qui est l'usage combiné de l'Internet et des technologies de l'information à des fins de clinique, d'éducation, de formation ou administratif, localement ou à distance. Il faut savoir que les échanges ou les transferts d'informations permettent un traitement ou synchrone en temps réel ou alors différé, et c'est dans ce cas-là qu'on regarde par exemple des dossiers médicaux ou autres. Alors, le nombre de publications a explosé ces dernières années concernant ces thématiques. Là, j'ai simplement pris la thématique e-health, où on voit qu'on en est à plus de 25 000 publications avec une augmentation croissante du nombre de papiers. Donc, avoir une vue exhaustive du sujet est complètement illusoire et pas responsable. Alors, en France, quel est l'inventaire du parc? Eh bien, les applications mobiles en santé étaient des nombreux nombres de 6 000 en 2010 et 100 000 en 2013. Ce sont des chiffres qui sont issus d'un rapport du Conseil national de l'ordre des médecins, très complet, donc vous avez les références en bas de la diapositive. En 2015, on comptait 4 000 applications santé en France, donc 60% destinées au grand public et 40% aux professionnels de santé. 15 milliards d'objets connectés avaient été dénombrés en 2015 pour 100 milliards prévus en 2020. Le chiffre d'affaires en France de cette activité correspond en gros à 64 millions d'euros en 2013 et 23% des Français utilisent un objet connecté, dont 11% dans le champ de la santé. Donc on voit d'emblée l'enjeu économique, purement économique, en plus de l'enjeu de santé publique grâce à ces chiffres synthétiques. Alors, comment va-t-on utiliser ces outils? Eh bien, les applications peuvent être individuelles, et on est dans le cadre du bien-être, de la santé, les capteurs en tout genre que vous pouvez voir dans le commerce, les bracelets, voire même des patchs électroniques sous-cutanés, ça a été rapporté, ou d'autres outils. En revanche, pour le versant communautaire, et là je ne traiterai que des maladies infectieuses parce que ces outils ont été utilisés dans d'autres contextes et notamment des pathologies chroniques, eh bien on peut imaginer que leur attrait réside dans la détection précoce des épidémies, le monitoring de cette épidémie ou de la transmission de cette infection, les prises de décision, de la formation et de la communication. Alors, si vous êtes intéressé par cette question, donc je vous encourage à survoler, parce qu'il est très complet et presque fastidieux à lire, mais un rapport de l'OMS qui fait le point sur cette santé connectée qui est de publication relativement récente, mais aussi ce livre blanc du Conseil national de l'ordre, plus récent celui-ci, qui dresse un tableau extrêmement précis et je pense bien contributif de la question de la santé connectée.
Alors, on retrouve dans ce document cette figure qui essaie de dissocier finalement les différents champs que j'avais essayé d'identifier au début de la présentation, où vous retrouvez ici l'e-santé, qui est calé sur les systèmes d'information en santé à l'hôpital, entre autres, mais aussi dans les services. La télésanté, qui correspond au service de santé en ligne. La mobile santé, alors qui traite des objets connectés, mais capteurs textiles intelligents, on peut en reparler. La télémédecine, avec la télésurveillance, la domotique, les diagnostics à distance, et enfin la robotique, qui est un petit peu dissociée du reste. Donc vous avez aussi ici la source de ce document. Alors, 2 mots de télémédecine et de télésanté. C'est vrai que c'est un outil utile pour la prise en charge clinique et des soins. Donc, on essaye d'être au plus proche du patient, même en étant à distance. Cet outil a permis aussi de conduire des projets de recherche clinique en assez grand nombre, mais aussi de faciliter la formation. Toutefois, voilà, les objectifs peuvent être différents et dans les pays à revenus élevés, dont on fait partie, c'est vrai qu'à terme, même s'il y a un marché économique important, on peut imaginer qu'un des objectifs ultimes de ces outils est la réduction des coûts au niveau individuel et collectif des coûts de la santé. Alors que lorsque l'on est dans un contexte de pays émergents, là on parle simplement d'amélioration de l'accès aux soins primaires. Donc on comprend qu'en fonction des objectifs, les outils, les applications, les différents programmes vont être différents. Alors, dans le champ des pathologies chroniques, eh bien, ces outils ont été utilisés pour l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et dans le cadre de ce qui nous intéresse, des infections et des épidémies, notamment communautaires, mais aussi nosocomiales. Donc, je vais prendre ces 2 exemples relatifs aux infections communautaires, et je reviendrai plus en détail sur les infections nosocomiales. Alors, c'est un des exemples parmi tant d'autres, 25 000 publications, donc il faut bien choisir. C'est un travail qui traitait de l'utilisation de téléphones mobiles pour gérer la crise épidémique du choléra à Haïti liée au tremblement de terre. Donc l'objectif était d'estimer l'ampleur des mouvements de population lors du tremblement de terre, mais aussi de l'épidémie de choléra en octobre 2010, afin de prévenir les déplacements des populations vers des zones épidémiques à risque. Donc au fond, c'était d'éviter que des mouvements de population aillent alimenter un dénominateur ou une population susceptible de s'infecter dans des zones à risque, et aussi anticiper la demande de soins. Donc on a utilisé des cartes SIM, et elles étaient au nombre de 138 560 sur la période, qui avaient généré au moins un appel. Alors ce qui est curieux dans ce travail, c'est que l'unité est la carte SIM. L'unité n'est pas l'individu. On a travaillé en carte SIM. Et ce qui a été rapporté, c'est que 3676 cartes SIM en moyenne avaient quitté la zone de l'épidémie journellement pendant une période de 8 jours. Donc on a ce mouvement de population qui arrive à être assez bien cartographié grâce aux cartes SIM. Vous avez ici l'épicentre de l'épidémie de choléra en Haïti, et les zones rouges correspondent finalement aux densités de mouvements de population à distance de l'épidémie pour s'en écarter naturellement et pour s'en protéger. Et ce qu'ont fait aussi les auteurs, c'est que ces déplacements ont été corrélés au mouvement de population après le tremblement de terre. Et vous avez ici, toujours basé sur les cartes SIM, PAP c'est Port-au-Prince, donc l'épicentre était ici concernant le tremblement de terre, et on décrit, on cartographie très clairement les mouvements de population par rapport au tremblement de terre. Et le fait de superposer éventuellement les 2 cartes permet de mieux gérer cette crise de santé publique, à la fois pour le tremblement de terre et pour l'épidémie. Alors, on s'est rendu compte au décours de ce type d'expérience que l'intervention et la surveillance épidémiologique pouvaient être basées sur ces outils. Donc, la faisabilité était satisfaisante. On pouvait presque faire un monitoring en temps réel des données de cartes SIM, mais il y avait un certain nombre de limites, c'est-à-dire que certaines personnes utilisent peu ou pas de téléphone mobile, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes précaires. Donc, est-ce que le déplacement des personnes qui avaient une carte SIM ou un téléphone était identique au nom d'utilisateur? C'est une des questions. Est-ce qu'un mobile correspond aussi à plusieurs personnes? Donc là aussi, les accompagnants peuvent jouer un rôle. Est-ce que la couverture téléphonique était suffisante, la densité des antennes, etc. Est-ce que plusieurs cartes SIM qui correspondaient à plusieurs compagnies pouvaient générer des résultats, un bruit de fond difficilement analysable, etc.
Pour des épidémiologistes, les dénominateurs valides sont toujours à définir. Est-ce qu'on pouvait calculer des taux d'attaque satisfaisants basés sur ces mouvements de population? Et enfin, la mortalité pouvait être une limite à l'utilisation naturellement du téléphone, donc à quantifier d'une manière la plus valide possible. Donc, dans ce contexte-là, et c'est ce qui a été fait, il faut anticiper avec les compagnies téléphoniques, dans le cas de crise majeure, pour savoir comment, en cas de problème, pouvoir échanger de l'information. Autre exemple, Ebola. Donc, ces applications mobiles ont permis de décrire l'épidémie d'Ebola, en sachant que la couverture ou la prévalence de la couverture des téléphones mobiles était de 63% personnes en Guinée, 60% au Libéria, 44% en Sierra Leone, donc c'est des chiffres quand même élevés. Et on a pu décrire les événements sous forme de heatmap et aussi utiliser l'envoi de messages en texte libre pour informer la population. Alors, heatmap, donc la description des cas distribués dans le temps et dans l'espace concernant cette épidémie, ça a bien été décrit dans ce petit papier du Lancet, où vous avez, suite à un marché passé avec IBM, mais très rapidement au décours de l'épidémie, en cours de l'épidémie, on a cette distribution de cas que vous voyez apparaître sur ces diapositives, où les personnes envoyaient de l'information qui était dans un deuxième temps validée par le gouvernement. La formation, donc autre outil important de ces téléphones mobiles, eh bien l'idée était d'éduquer, de faire de l'éducation pour la santé dans la population générale, où on a pu envoyer près de environ 2 millions de messages à la population générale concernant l'hygiène des mains, l'utilisation d'équipements de protection personnelle, etc., afin d'aider au contrôle communautaire de la diffusion d'Ebola, en plus de messages envoyés de manière très spécifique à des professionnels de santé pour améliorer leur background et leur connaissance autour de la prévention de la transmission. Alors, les limites de cette approche a été, d'une part, une évaluation approximative de l'impact et aussi un problème de couverture insuffisante du réseau. Voilà. Mais c'était toujours le même opérateur et IBM qui avait en charge ce projet-là. Alors, pour améliorer la formation, donc autre exemple dans le cadre de l'épidémie d'Ebola, c'est ce travail qui a été conduit dans 14 centres de santé au Nigeria, où on a proposé la mise en place d'un tutoriel sur des tablettes qui était envoyé à des professionnels de santé, donc un peu plus de 200, afin de connaître d'identifier leurs connaissances ou leur manque de connaissances concernant la transmission et les mesures de prévention de l'infection, enfin d'Ebola, et au décours d'un programme d'information sur la tablette en question, réévaluer une deuxième fois le niveau de connaissance. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici, où, par exemple, on interroge les personnes sur la désinfection des mains autour de cette infection, et on teste les connaissances avant et après la formation, et on voit que dans un certain nombre de cas, on a une amélioration de la connaissance des professionnels. Donc, vous avez ici isolé un tableau relatif à l'hygiène des mains. On voit que, alors, l'amélioration est modeste, c'est-à-dire combien de fois doit-on se désinfecter les mains? Fréquemment, on passe de 95% à 97%, mais compte tenu du risque épidémique de cette infection virale, ma foi, cette différence a été jugée comme très importante néanmoins. Alors, autre champ de l'utilisation des téléphones mobiles, eh bien l'antimicrobial stewardship, donc la formation, les bundles relatifs aux mesures utiles pour contrôler le risque d'émergence d'infection, enfin, il y a le bon usage des antibiotiques ou l'émergence de BMR, entre autres. Eh bien, il faut s'assurer que l'on a accès à un antibiogramme à distance, s'assurer d'une interactivité avec la pharmacie et le comité anti-infectieux de l'établissement, s'assurer que l'accès aux dossiers médicaux est aussi facilité, faciliter aussi et conforter ou renforcer l'interactivité avec les services de formation et enfin avec les malades eux-mêmes. C'est-à-dire que ces prérequis qui doivent être listés, alors il y en a peut-être d'autres, mais c'est ce qui a été retenu comme étant important dans plusieurs revues que j'ai pu lire, eh bien, sont nécessaires pour avancer sur l'utilisation à distance des téléphones mobiles pour améliorer ce champ-là.
Alors maintenant, RFID, et je vais donc traiter 3 expériences, une à Marseille, une à Paris et une chez nous à Lyon, qui utilisent l'outil d'identification par radiofréquence, et là plutôt dans le champ de l'hygiène hospitalière. C'est vrai que les diapositives précédentes ne traitaient pas en particulier d'hygiène hospitalière, mais on peut tout à fait décliner un certain nombre de limites ou d'applications dans ce champ communautaire à des difficultés ou au contraire des mises en place plus facilitées dans le champ de l'infection nosocomiale. Alors, qu'est-ce que la radiofréquence? Ces radiofréquences, c'est des échanges d'informations entre des badges, alors qui ont différentes formes, différentes, comment dirais-je, capacités ou caractéristiques techniques. En gros, ces badges électroniques se parlent l'un à l'autre. L'information est envoyée dans une antenne ou un serveur et stockée dans un deuxième temps, puis analysée. Alors, un outil qui semble quand même avoir fait ses preuves est le Median Trace, qui a été développé par l'équipe marseillaise, qui est un dispositif qui permet, lorsqu'il est couplé à des flacons de SHA, de quantifier très précisément la fréquence de la désinfection des mains, sa qualité, sa durée en fonction des soins, et ça a été publié il y a quelques mois. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous avez ici le parcours de soins d'un soignant qui, avant de rentrer dans la chambre, se désinfecte les mains en utilisant le dispositif en question, pénètre dans la chambre, deuxième désinfection des mains avant de prendre en charge le malade, les soins sont terminés et on retrouve le chemin inverse. Alors, ce qui est important, c'est que d'un point de vue technologique, il faut équiper ces chambres, que ces tags doivent être à la fois présents sur les capteurs au niveau des flacons de désinfection des mains, mais au niveau des soignants, et l'idée qui avait été retenue dans ce contexte-là avait été d'équiper les sabots, c'est-à-dire les chaussures, de tags électroniques, et du coup, la chambre était équipée de tapis qui correspondaient aux zones dans lesquelles les soignants devaient passer pour que l'information soit captée par le système. Donc, on avait le cheminement du soignant avec 7 étapes identifiées en fonction du process et de l'information électronique captée à chaque étape. Et au décours de l'utilisation de cet outil, eh bien, on a des statistiques qui, en fonction des médecins, des IDE, des aides-soignantes ASH ou d'une équipe au grand complet, donnaient la fréquence de l'utilisation des solutions hydroalcooliques, la durée, le contexte, et on pouvait pas proposer des scores, mais se faire une idée d'un monitoring assez précis de la désinfection des mains grâce à cet outil. Alors, afin d'être sûr qu'on était dans un contexte valide, ces données étaient couplées à une caméra vidéo dans la chambre qui permettait à la fois naturellement visualiser les soins, mais d'identifier une convergence ou une congruence entre les données des capteurs électroniques et des données visuelles captées par la vidéocaméra. Et on se rendait compte que dans la plupart des cas, et vous avez ici les différentes étapes qui correspondaient au cheminement des soignants dans la chambre en question de tout à l'heure, eh bien qu'il y a des convergences tout à fait satisfaisantes entre l'information captée par le tag en question, le capteur électronique, et ce que la vidéo retransmet en termes de soins qui est effectivement pratiqué. Donc plutôt convaincant. Autre approche plutôt convaincante aussi de cette équipe est le rappel par téléphone portable de messages pendant des périodes qui alternaient des relances ou non-relances pour avoir des périodes témoins pour savoir si finalement, lorsque le personnel recevait des relances, on avait une amélioration de l'adhérence avec un certain nombre de mesures d'hygiène, dont la désinfection des mains, et ça marche bien. Autre exemple, qui est le projet Haribo, que vous connaissez probablement. Donc, je remercie Jean-Christophe Lucet et Gabriel Birgand de m'avoir transmis ces diapos qui identifient les comportements au bloc opératoire et le risque d'infection du site opératoire ou éventuellement d'autres
d'autres événements. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il avait été mis en place des capteurs au niveau des portes, des blocs opératoires et des capteurs individuels que vous avez ici sur la tête des chirurgiens afin de quantifier les mouvements dans le bloc opératoire, comme ici le nombre de fois où les portes se sont ouvertes ou fermées avec des caméras que vous retrouvez ici, et en bas la cinétique, je dirais, ou l'histoire naturelle de l'ouverture des portes pendant des interventions. C'était complété par un décompte de particules et un dénombrement de la contamination environnementale microbiologique afin de relier, le cas échéant, les mouvements pour faire court au bloc opératoire et le risque d'infection ou de contamination de l'environnement. Et ce qui a été retrouvé, c'est qu'il existait en fonction de la taille des particules une relation significative entre la fréquence de l'ouverture des portes et le nombre de particules décomptées dans l'environnement pour celle-ci et pour celle-ci. Et en ce qui concerne les résultats microbiologiques, eh bien, concernant les bactéries identifiées dans l'environnement, on avait là aussi une relation significative entre la fréquence de l'ouverture des portes et le décompte de bactéries. En revanche, étaient fait aussi des mesures au niveau de l'incision et de la plaie opératoire. Et là, dans ce contexte-là, pour les résultats qui étaient accessibles à ce moment-là, il n'y avait pas de relation significative. Donc, c'était une démonstration factuelle du lien entre risque infectieux et comportement, extrêmement convaincante, avec un aspect pédagogique qui est évident. Alors peut-être, alors là, l'avenir nous le dira et l'équipe en question peut-être, ça permettait de cibler certaines interventions en termes de gestion finalement de personnel et d'activité au sein d'un bloc opératoire. Alors c'est vrai que Nice a l'air un peu prédestiné aux communications autour des outils connectés, parce que je vous rappelle qu'en 2009, eh bien dans ce Palais des Congrès, on avait fait une expérimentation justement qui utilisait ces capteurs RFID pendant le congrès de l'ASF2H pour regarder si au fond ces contacts interindividuels étaient susceptibles d'être aidants pour expliquer une dynamique épidémique. Et alors peut-être que certains se reconnaîtront, je ne sais pas, mais là vous avez les tags que vous portiez pour certains d'entre vous à l'époque, et chaque point jaune est un individu, et on arrivait à quantifier clairement, ou au moins visuellement, les contacts interindividuels, et on comprend qu'on a pu finalement dénombrer les contacts entre individus pendant le congrès donc, de 2009, pour un peu plus de 400 personnes analysées, donc 28 540 contacts, c'est quand même des chiffres qui donnent un peu le vertige, d'une durée moyenne de 49 secondes, de 20 secondes à 1 heure. 1 heure paraît long, mais 1 heure de contact. Bref, et on a pu aussi, presque en temps réel, mais très rapidement, estimer le nombre de cas d'infection d'H1N1, par exemple, si un cas index arrivait dans le congrès, avec un taux de reproduction à définir, et en fonction du nombre de contacts, eh bien, on arrivait à savoir combien de cas étaient générés au cours du temps suite à une exposition dans le congrès. Donc on a fait ce type d'expérience dans une école, où là aussi, donc les épidémies chez les enfants, enfin vous avez tous vécu ça probablement, la dynamique épidémique est quand même assez particulière, et on a fait porter ces tags ou ces capteurs à des enfants d'une école primaire à Lyon, et pendant 2 jours, et on s'est rendu compte de quoi? Donc là vous avez ici le réseau de contact des enfants. Ben, vous voyez que les grands du CM2 ne se parlent qu'entre eux, ça c'est clair. Donc, ils méprisent complètement les petits du CP, hein, alors que les petits du CP, alors eux aimeraient se faire aimer de tout le monde et ils ont des contacts avec toute l'école. Donc, il est clair que si un enfant a qu'un index pour une gastroentérite, une infection virale respiratoire ou autre, ce cas est plutôt chez les grands que chez les petits. La dynamique de l'épidémie dans cet environnement qui est plutôt cloisonné va être différente. Donc, fort de ces expériences-là, on est passé à l'hôpital. Et on a proposé le port de tags électroniques du personnel soignant. On a fait 2 travaux dans ce sens et on a pu, enfin sur 2 périodes, une période grippale et une période non grippale, là on est plutôt dans la période non grippale, identifier avec assez de précision les contacts entre individus et entre professionnels de santé.
Donc sur environ 5 jours de tests, on identifie donc des contacts entre nurse patient, médecin, nurse administrateur, etc. Et on voit qu'on a 14 000 contacts sur environ 14 jours et demi, 648 000 secondes, donc là aussi ça donne un peu le vertige, mais c'est la durée cumulée de ces contacts. Donc c'est un outil qui permet tout de même d'avoir une description précise de ces contacts qu'on peut distribuer sur le temps. Et là, on se rend compte que, on avait commencé vers midi un lundi, on a arrêté vers midi le vendredi, avec des pics de contact l'après-midi, la nuit du lundi au mardi, il ne se passe rien, le matin, l'après-midi, la nuit du mardi au mercredi, etc. Donc, on a cette dynamique de contact liée aux soins, la plupart du temps, et on peut stratifier ou faire des analyses en sous-groupes, puisque vous avez, par exemple, en rouge, ici, les contacts concernant les infirmières entre elles, et on voit qu'il y a un important, enfin, fréquemment, on a des contacts au sein de l'équipe entre les soignants, un peu moins avec les médecins, et les médecins entre eux encore un peu moins. Et là, enfin, vous avez les contacts entre les médecins et les patients, les nurses et les patients entre eux. Donc, les patients entre eux, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est bon à savoir tout de même, hein, parce que parfois, on pense que, voilà, et puis même la salle de télé ou autre, pour rester, voilà. Donc, ici, vous avez les patients et les nurses. Donc, on voit que c'est une proportion de contact qui est probablement la plus importante, alors que les patients avec les médecins en noir, eh bien, c'est plutôt en début de journée, en fin d'après-midi, qui correspondent au vide. Donc, on a essayé de quantifier la transmission du virus grippal, puisque le port de ces badges a été complété par un prélèvement nasal chez les patients et chez les soignants. Et on a pu, avec assez de précision, relier des transmissions du virus grippal entre individus. Donc, vous avez ici une synthèse de ce travail où vous avez donc deux anneaux qui sont ici. L'anneau extérieur correspond au nombre de contacts, l'anneau intérieur à la durée cumulée des contacts. Et ce cercle est scindé en trois parties: les patients, les médecins et les infirmières. Et on identifie en rouge les cas de grippe confirmés avec une transmission documentée du virus grippal, et on se rend compte que c'est plutôt chez des individus, que ce soit des patients, des infirmières ou des médecins, que le virus grippal est passé plutôt chez les personnes qui, en termes de durée cumulée et de nombre de contacts, étaient les plus importants. Alors, on a pu séquencer les virus dans cette dynamique et identifier clairement les souches qui étaient identiques lorsque, et là on a l'exemple de 3 personnes, étaient reliées avec une souche identique dans le contexte. Donc, la transmission du virus grippal dans ce contexte-là était documentée. Alors, 2 mots des supercontacteurs. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que cette quantification de contacts nous a permis de détecter environ 6 personnes qui pèsent pour 40% des contacts. Donc, vous les avez ici. Vous avez ici la durée cumulée des contacts et vous avez ici le nombre cumulé des contacts. Et chaque barre de l'histogramme est un individu ou une personne. Et donc, plus la barre est élevée, plus à la fois la durée, la quantité est importante. Et vous avez ces personnes qu'on a considérées comme supercontacteurs qui, alors pour le coup, si elles sont grippées ou présentent une autre infection transmissible, peuvent être des super transmetteurs. C'est un concept qui avait déjà été identifié par nos collègues parisiens il y a quelques années, mais plutôt dans un contexte de simulation plutôt que de mesure de contact. Néanmoins, il faudrait aller plus loin sur ces supercontacteurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des personnes dont c'est le rôle d'avoir des contacts avec plein d'autres dans le service? Soit on l'assume, donc à ce moment-là, voilà, il y a peut-être des dispositions à prendre, soit c'est des comportements déviants ou qui ne sont pas attendus. Et là aussi, c'est utile éventuellement de prendre des initiatives. Et enfin, donc, on a conclu ces travaux avec une simulation de diffusion d'Ebola cette année, où on a toujours utilisé ces données de contact pour la grippe, mais on s'est dit finalement elles sont utiles elles pourraient être utiles pour d'autres agents viraux. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on modélise les nurses
les patients et les médecins, eh bien, ce sont les infirmières qui étaient le plus à risque de présenter une fièvre Ebola nosocomiale avec une probabilité de près de 60% de s'infecter. Là, le contexte était un malade qui arrive à l'hôpital pour lequel on ignore son statut de porteur de fièvre Ebola avec des symptômes modérés, voire absents, en incubation. Et finalement, on l'accueille et puis on se rend compte qu'un peu plus tard, il était infecté. Mais au départ, on le découvre comme on peut découvrir une BHRE, par exemple. Alors, il y a d'autres exemples en France. Il y a eu le projet Mozart géré pour lequel on... Pardon ? Il faut arriver à la conclusion. On arrive au bout. Voilà. Et voilà. Donc, ma dernière diapo... Voilà. Donc, le problème, c'est de valider l'information. Il y a un problème éthique, vie privée, confidentialité que vous imaginez. L'évolution des technologies aussi est à prendre en compte. L'habilitation du personnel à former à distance. L'évaluation de qualité du service rendu. Enfin, les méthodes d'analyse. Voilà, je vous remercie.